Bienvenue dans la caverne, épisode 7. Aujourd'hui, on reçoit Toru, un groupe de Nice et de Marseille, avec une batterie et 2 guitares, en live session et en interview. Ouais, mais en fait, on les avait découverts le 31 octobre 2021 pour une soirée à Ground Zero qui montre le niveau de consanguinité de la caverne. Oui, puisqu'il y avait Max Lampin qui était à l'affiche, et puis la soirée était organisée par Samy de Salo. Ouais, et en fait, on a pu voir que 3 morceaux de Toru qui jouaient en dernier, parce qu'on a dû aller prendre le métro. Ouais, le dernier métro, parce que Samy avait mal géré son timing. Ouais. Mais n'empêche qu'on a eu le temps de prendre une grosse claque. Ouais, grave. Avec un niveau de son phénoménal et un jeu scénique assez impressionnant. Ouais, c'était hypnotisant, quoi. Et quelques mois plus tard, on a repéré un day-off dans leur tournée. On leur a proposé de venir à la caverne s'ils trouvaient pas mieux. Et ils ont accepté direct. Et donc on a enregistré cet épisode le 13 mars 2022 et ils seront en concert le 24 septembre prochain au Bar des Capucins. Oui.
C'est la première fois qu'on le joue en vrai. Il est jamais sorti de notre salle de répète jusqu'ici. Merci à la caverne, c'est cool. On va jouer VHS. VHS. V. Salut les taureaux. Salut. Salut. Et bah, qui est-ce qu'on a autour de la table? On commence par moi. Allez. Nicolas, batteur dans Taureau. Arthur, guitariste dans Taureau. Et Héloïse, guitariste dans Taureau également. Super. Et autour de la table, aujourd'hui, on a Bérénice et Azam. Oui, comme d'hab. Est-ce qu'on peut commencer avec d'où ça vient, Taureau, comment ça s'est formé? Ouais. C'est moi qui m'y colle. Allez, c'est moi qui m'y colle. T'étais chaud. Du coup, alors Taureau, en fait, ça a démarré fin 2018. Je jouais sur un projet solo dans une petite salle sur Nice. Et en fait, Nico était là. On se connaissait pas du tout. Il était venu me voir à la fin du concert. Il avait bien aimé tout ça. Enfin, on a un peu discuté. Et du coup, on a parlé de potentiellement faire un projet ensemble. Enfin, ça s'est fait assez naturellement finalement. Ouais, je venais d'arriver en ville.
Et j'étais malheureux parce que j'avais pas de musique. Et donc j'ai vu qu'il y avait un concert, j'étais content parce qu'il n'y avait pas de concert à Nice normalement. Donc là il y en avait un, donc j'y vais. Et du coup j'ai sauté sur le premier musicien que j'ai vu. Et c'était toi. Et ensuite Arthur m'a dit si tu veux, j'ai une copine qui arrive de Lyon du coup à l'époque. Et moi en fait je jouais beaucoup avec Tony qui est ici présent, qui m'a montré plein de choses, on était bien complices. Musicalement je commençais à vraiment aimer la guitare. On avait un projet aussi avec Arthur, plus ambiante, synthétiseur, etc. Mais on avait trop envie de faire un projet plus musique amplifiée. J'avais trop envie de jouer de la guitare dans un groupe, ça me semblait impossible à Nice, du moins difficile. Et Nico était un peu le batteur. En fait, c'est un petit peu ce qui nous manquait à tous les trois, c'était d'avoir vraiment un groupe de rock, avec une formation rock, avec une batterie, des guitares. Bon, là, pour le coup, pas de basse, mais c'était quelque chose qu'on n'avait pas dans nos projets respectifs. Et du coup, la rencontre s'est faite. On a décidé de louer un local comme ça se fait pour juste faire une première rencontre, voir un peu comment ça allait le faire, et puis ça l'a fait. Ça et a puis, été le coup de foudre. C'était voilà. ouf. C'était bien, on faisait des impros de 2 heures, comme ça on arrivait, on allumait et on jouait C'était 2 il y a combien heures. de temps ça? Ça c'était fin 2018. Ouais. Ouais. Ok. Puis à la fin on se regardait, ils ont trouvé ça bien ou pas. Et en fait ils trouvaient ça bien, et du coup tout le monde trouvait ça bien. Et du coup on a continué. Après. Voilà. D'accord, mais est-ce que l'improvisation est un mode de composition pour vous? Est-ce que c'est la base de vos morceaux? Oui. Beaucoup, ouais. Beaucoup, ouais. Franchement, énormément. Alors beaucoup, au début beaucoup plusieurs semaines on faisait que ça pratiquement. Et puis maintenant on passe petit à petit, on intègre à notre mode de composition des choses qui sont plus travaillées, arriver avec une idée, 2 idées qu'on creuse. Donc on est vraiment maintenant, sur les deux pans quoi, vraiment. Et est-ce que l'improvisation existe encore quand vous jouez en live? Oui. Après, maintenant on connaît, on connaît bien les morceaux, et il y a des passages d'improvisation, mais on sait quand même dans quelle direction on va aller. Ouais. C'est pas juste du full impro où on sait vraiment pas ce qui va sortir. Ouais, On sait qu'il y a quand même des gimmicks qui vont revenir, des choses, mais on se laisse en tout cas la liberté d'essayer en tout cas de nouvelles choses sur le moment. Ouais, c'est vrai que plus tu joues les morceaux, plus tu les répètes, etc. Et puis tu perds ce truc d'improvisation comme ça, quoi, l'improvisation libre. Au bout d'un moment, t'entends les sons, tu veux essayer de les retrouver. C'est un truc un peu naturel, en tout cas chez moi. Quand il y a un truc qui sort et que putain c'était vachement bien, j'essaye de le replacer, etc. Donc, Et du coup, est-ce que vous avez encore des... Est-ce que vous avez précisément ce temps-là pour improviser dans les morceaux où il y en a, ou est-ce que vous avez besoin de signes et de trucs comme ça pour... Oui, mais des fois on a des métriques où on sait que... Voilà, on a par exemple, moi je sais qu'il me laisse beaucoup de place à des moments où c'est hyper carré rythmiquement. Je sais que je vais avoir du temps pour bien improviser à la guitare, faire des solos, utiliser certains effets. Et je sais que dès qu'on va se regarder, on va se remettre sur une route... Je pense que ça dépend aussi du son qu'on a. Ouais. Ça joue vachement. On est un peu des maniaques du son aussi. On travaille pas mal ça. De temps en temps, on se fait des sessions avec Héloïse, par exemple, pour gérer aussi nos sons de guitare, pour essayer de pas se manger, pour pas se bouffer au niveau fréquentiel, etc. Et je pense que l'improvisation aussi, elle est vachement induite en fait par le lieu, la salle dans laquelle on joue, l'ambiance évidemment, mais aussi vraiment le côté sonore en fait de la pièce. Et vous jouez aussi sur la façon dont vous utilisez vos instruments, parce que j'ai vu, tu utilises, je crois, un tournevis, je crois. Oui, c'est ça, Arthur. j'en utilise 2. Et Nico, on te voit prendre ta cymbale, ta baguette, comme ça. Ouais. Enfin, c'est quand même pas des choses qui sont... Ouais, en fait, on essaie de développer des modes de jeu un peu différents que pour la guitare, par exemple, juste jouer au Mediator ou au doigt. Donc on s'amuse avec ça, ça permet d'avoir de nouvelles couleurs, de nouvelles sonorités qu'on intègre, qu'on distille dans les morceaux suivant nos envies, nos besoins. Après sur la batterie, ça vient alors moi je viens vraiment du rock, noise rock, mais moi après du coup je m'intéresse pas mal au style improvisé, tout ce qui vient de soit en free jazz ou improvisation libre à la batterie, où c'est des choses qui sont assez courantes, donc j'essaie de piquer des trucs comme ça quand je trouve ça intéressant. Et ça se retrouve dans ton son, parce que t'as pas un son de batterie qui ressemble à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans du noise rock. Ouais, alors ça c'est l'histoire d'une rencontre en fait. Un jour j'ai rencontré un batteur extraordinaire qui s'appelle Basile Ferriot, que je salue, qui est batteur dans One Lickless et dans X-Noibis, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer quand j'étais minot, quand je venais de commencer avec un autre groupe qui s'appelle Isaac. Et j'ai vu ce mec jouer avec un son très ouvert,
rien sur ses peaux, etc. Et puis ça a été ma grosse claque instrumentale, et depuis je suis cette direction-là, son très ouvert, etc., qui permettent beaucoup d'expressivité. C'est vrai que c'est un truc, je pense, qui se retrouve pas mal en tout cas qu'on essaye de mettre dans notre musique. Ça rend la dynamique, en fait, essaye vraiment d'allier le très petit, le très fin et le très explosif, et donc effectivement jouer sur des batteries qui ont des sons très ouverts avec des peaux fines, ça permet de jouer beaucoup sur les intensités, et c'est ça que, en tout cas moi, c'est ça que j'essaye de chercher. Alors moi je me demandais, parce que donc, là toi tu dis un peu d'où tu viens musicalement, mais ça m'intéresserait aussi de voir vous deux aussi d'où vous venez, parce que autant les influences du groupe, c'est pas forcément la question que je trouve toujours la plus pertinente, mais autant là dans Toru je trouve qu'on sent qu'il y a un mélange. Donc toi tu viendrais plutôt du noise rock et de ce monde-là, et vous? Moi, ce que j'ai surtout écouté depuis le plus jeune âge, et ce qui m'a toujours inspiré et que j'ai toujours adoré, c'est plutôt l'Indus, notamment Einstürzen de Neubauten, qui est mon groupe préféré. Et après aussi la noise japonaise, Keiji Aino, voilà, les pgistarristes comme ça m'ont beaucoup inspiré. Mais sinon, vraiment, en même temps que l'Indus, j'écoutais beaucoup de punk rock et de... voilà, ça se retrouve pas spécialement dans mon jeu, mais je sais que voilà, mes premiers concerts et tout ça, c'était beaucoup de punk rock, beaucoup de... Voilà. Et sinon, aussi de la noise, ça aussi, assez jeune, des projets solo, noise, machine, pédale, braillement, et voilà. Et après, les premiers projets que j'ai montés, c'est assez varié, c'était plus ambiante. Et ensuite rock noise, et c'était voilà. Et toi, Arthur? Du coup, alors moi, j'ai plutôt commencé avec ce qui était rock progressif, métal progressif. Mais après, petit à petit, je me suis détaché un petit peu de tout ça, et je suis tombé directement dans le métal, notamment le métal extrême, beaucoup de black metal, de death metal, ce genre de choses. Et j'ai essayé en fait à chaque fois de trouver les trucs les plus obscurs possibles. Et un jour, je suis tombé sur Black One de Sun. Et ça a été un énorme coup de foudre, et du coup je me suis vraiment mis à écouter énormément de drones et de musique noise expérimentale. Donc voilà, j'ai vraiment développé ma culture à ce niveau-là, et mon jeu également. J'ai eu quelques projets dans ces styles-là. Et ça se retrouve jusque dans ton instrument, parce que tu as une guitare... C'est quoi cette guitare? Oui. Tout le monde se pose la question. Combien y a-t-il de cordes? Alors il y a 8 cordes. En fait, alors il y a 2 groupes qui m'ont vraiment influencé pour ce choix-là. En fait, c'est Locrian et Boris. Non, enfin, j'aime beaucoup Meshuggah aussi, mais non. En fait, Locrian, c'est un groupe de noise qui fait des trucs complètement barrés. Et le guitariste a une 7 cordes, en fait, et il a un son très particulier avec, je trouvais très intéressant. Et Boris, notamment, j'aimais beaucoup le bassiste, justement, qui avait cette espèce de guitare double manche avec un manche de basse et un manche de guitare. Et du coup, il voulait switcher, en fait, entre les deux. Et je voulais pas forcément un instrument aussi gros, aussi lourd. Et j'ai fait pas mal de recherches, je suis trouvé sur ce compromis-là avec cette guitare, donc avec 8 cordes. Qui me permet d'avoir un accordage de guitare standard, donc mi, la, ré, sol, si, mi, plus 2 cordes de grave, donc un mi, la de basse supplémentaire. Et ça me permet du coup de switcher en fait entre les deux, d'avoir un jeu plus guitaristique avec des riffs un peu plus tranchants et des choses plus bassy, on va dire, avec des graves beaucoup plus présents. Ouais, parce que par rapport à ça, justement, à la distribution des rôles, effectivement, bon, c'est clair qu'il y a ce côté très rythmique, Arthur et moi, et puis Héloïse qui volent autour, mais les rôles s'inversent à certains moments, notamment sur le mode, des moments très calmes avec des petits arpèges, etc., qui viennent d'Héloïse, et puis toi qui vas faire des choses plutôt bruitistes autour. Je pense à un morceau qu'on a enregistré là tout à l'heure. Oui, tout ce qui est arpège, petite mélodie, voilà, ou un peu des choses parfois qui font écho au jazz, ça j'adore. Vraiment. Voilà. Donc on a bossé beaucoup ces passages très calmes en fait, avec des toutes petites mélodies, des choses un peu bruitistes, ambiance sonore, etc. C'est un truc qu'on a beaucoup travaillé depuis pratiquement le début en fait, c'est-à-dire essayer d'épurer en fait, parce qu'on a des trucs très explosifs avec beaucoup, il y a des masses sonores, etc. Mais quand on enlève vraiment, et on essaye de redescendre vraiment et
écrémé beaucoup. D'ailleurs, sur la composition en elle-même, en fait, on a une particularité, c'est qu'on s'est dit dès le début du groupe qu'on voulait pas faire de crescendo. Donc on a complètement zappé les crescendo. Ouais, et en on fait, s'est rencontrés là-dessus, ouais. Et on a été vraiment parti sur cette idée-là. Ça m'énerve, Et les trucs qui montent. C'est vrai que c'était la première conversation, c'est ouais, j'aime pas les crescendo, bah moi non plus, ouais, bah moi non plus. Bah, moi je les aime bien, mais voilà, pour le projet, du coup c'est intéressant en tout cas. Je trouvais ça assez cool qu'on ait essayé ça et du coup qu'on ait vraiment cette différence en fait de puissance. Encore une fois, une dynamique très marquée en fait. Vraiment voilà, marquée. on a vraiment beaucoup travaillé sur la dynamique. C'est quoi vos autres projets d'ailleurs? Alors je pense que tous on en a eu pas mal. Alors il y en a qui sont morts, il y en a d'autres qui sont encore un peu vivaces. D'autres sur lesquels on vient d'intégrer, notamment là on a un nouveau projet avec Héloïse, on vient d'intégrer Carivari, donc un groupe de grindcore indus, donc où je suis à la basse et Héloïse au sample. Et voilà, du coup on avait aussi à une époque HHH, un trio ambiante avec une très bonne amie à nous, Sarah, qu'on salue au passage d'ailleurs. Et du coup on avait ce projet assez ambiant que synthé. Alors moi j'ai eu un petit kiff sur le premier album d'HHH. Écoutez le premier album d'HHH, c'est vraiment très très bien. Le deuxième aussi, mais le premier je le trouve vraiment très bien. Et toi Nico, voilà. là, du coup. Moi alors moi j'ai un groupe depuis très longtemps qui s'appelle Isaac. Ils sont assez avec JC et Erwan. Donc c'est vraiment voilà, noise rock. Et puis ensuite, là, j'ai commencé d'autres trucs avec Héloïse, un projet qui s'appelle Beatum Tekel, qui est un projet clavier modulaire, batterie, théâtre. Voilà. On est en train de... On met en scène, musical. on met en scène et en musique une pièce de Samuel Beckett qui s'appelle La Dernière Bande. On a fait une version courte de quoi, 20-30 minutes 25, cet été dans un festival de lecture de texte. Et donc là, on prévoit de monter la pièce en entier, mais c'est en cours. Avec Jean-Christophe Urbain de Isaac, on est en train de monter un duo aussi guitare-batterie. Voilà, ça va être des grosses ambiances de guitare qui ressemblent pas à de la guitare, mais à de l'orgue plutôt. Et bon, ça, voilà, on aimerait bien essayer d'enregistrer d'ici pas très longtemps, mais on est un peu... Voilà, il y a de la distance, c'est un peu compliqué. Et puis, je suis en train de monter un projet avec Benoît, pareil, que je salue, un projet sax batterie, assez improvisé. Voilà, où ça explose de partout. On vient de commencer, donc voilà. À suivre. Un peu mes trucs à suivre.
sorti un album, la meilleure année qu'on ait connue, Ouais. en 2020. C'était top. Et donc vous l'avez sorti chez Araki, Ouais. chez Jaran, Ouais. Ouais. Poutrage Chez aussi. Poutrage Ouais. et chez Pied de Biche. Et vous pouvez dire un peu quelque chose de comment il s'est fait cet album? Il s'est fait dans un studio. Ben on l'a enregistré à Lyon. Ouais, donc il y avait un certain PA qui avait un studio. Je m'étais dit bon bah c'est bon. Donc bon on l'a contacté et donc il a un studio qui s'appelle The Shelter qui est à Oulin et donc on a pris la bagnole, on a rempli de notre matos et on est allé l'enregistrer en pleine canicule, en plein été. En 3 jours. En 3 jours, 6 morceaux en 3 jours, c'était bien sportif. intense, Ouais. bien dur. Ouais. Il faisait 40 degrés dans le studio, il y avait le ventilo qui tournait autour de l'ordi. l'ordinateur pour pas qu'il crache. Enfin bon, non, c'était une expérience. C'est un très bon souvenir. Ah ouais. C'est vraiment bien.
Et après, du coup, voilà, c'est Benoît Couribet qui l'a masterisé pour la version vinyle. C'est Arthur qui l'a remasterisé pour la version. Comment ça s'appelle quand c'est sur un ordinateur Numérique, voilà, c'est ça, merci. Digital, d'accord, ok. Pour la version digitale. Et puis du coup, ouais, effectivement, on a eu cette chance d'être suivi par quelques labels qui nous ont aidés, quoi. Donc vraiment, on les remercie. C'est cool d'avoir des petits labels comme ça qui font vivre la scène indé, puis surtout sur des groupes qui viennent d'arriver comme ça, quoi. Donc on les embrasse très fort. Voilà. Ouais, parce que du coup, ça vous a un peu bloqué sur les tournées qui ont suivi la sortie de l'album, en fait. Ah oui, en fait, on avait une tournée prévue en juin 2020. Je crois. On a reçu les vinyles en plein Covid, on s'est dit ouais, ok, super. Ouais, du coup, en fait, on a eu un an de latence entre le moment où on a eu les vinyles et le moment où on a vraiment pu tourner pour le défendre. Du coup, là, en fait, sur le set, on a plein de nouveaux morceaux qui correspondent plus à l'album. Et même les morceaux de l'album, on les a revisités aussi, on les joue de manière différente. Comme tous les groupes qui viennent. C'est la période aussi qui veut ça. Oui, ça, c'est ouf. Après, vous avez une musique qui permet de ce genre de pratique. Oui, complètement. Donc, moi, ça me paraît relativement naturel, même s'il n'y avait pas eu le Covid, ça me paraît relativement naturel que vos morceaux évoluent avec le temps. Tout à l'heure, tu parlais de l'importance des lieux, mais le temps, c'est aussi une bien sûr. C'est ça. Donnée importante. Et les pins, c'est une notion importante. Ouais. Quand on se plante, ça développe des ressources sur scène. Oui. Et il y a des trucs qu'on refait. Là, dans la tournée, t'as fait une merde encore. Non, mais c'est un morceau où non, mais tu vois, c'est vraiment ça. Il y a un truc un peu raté qui s'est transformé en. En fait, on va garder ça, c'est trop bien. On va faire ça. Mais d'ailleurs, sur l'album, pour l'anecdote, il y a plein de pins partout. Oui, ça, mais on les a. Non, mais on a réussi à les réutiliser. Arthur vend vraiment très bien. Je savais pas qu'il y avait des pins sur l'album. Non, mais en fait, tout à l'heure, je sais plus qui a parlé de format rock, groupe de guitare, etc. Donc, instrumental, certes. Donc, vous êtes peut-être un groupe de rock, mais pour moi, vous en êtes pas un, parce que le plus important, outre la dimension d'improvisation, c'est quand même le travail sur le son, les textures, le côté granuleux ou pas, ou planant, etc. Pour moi, c'est une dimension qui est très importante dans votre musique et qui est... En fait, votre musique, elle est un peu bipolaire, quoi. Il y a le côté rock, guitare, etc. Et il y a le côté... Et le côté... Mais c'est parce qu'il n'y a pas de crescendo, c'est pour ça. Il n'y a pas de crescendo, c'est pour ça. Alors, et on a ça. Je voudrais juste rajouter... Il y a le rock et le côté... Je voudrais juste rajouter un truc, c'est que... quoi. Tu peux me mettre un peu moins d'Héloïse dans le casque? Non, mais justement, je voudrais aussi rajouter que tout à l'heure, on parlait de l'importance rythmique, etc. d'Arthur. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui a plutôt un rôle rythmique, en fait, je trouve que la texture de ses sons, etc., et comment il arrive à faire vivre son jeu, en fait, est extrêmement intéressante. Enfin, je veux dire, si tous les gens qui faisaient de la rythmique étaient comme ça, comme toi, il y aurait beaucoup plus de bons groupes. C'est grâce à la guitare. C'est grâce à la guitare. C'est grâce à la guitare. C'est donc les 2 cordes supplémentaires. Ah, mais c'est ça. Ok. Donc mais ça joue. Non, attends, juste non, parce que l'album n'est pas enregistré avec ça. Ah oui, alors c'est vrai que l'album n'a pas été enregistré avec la 8 cordes. À l'époque, je l'avais pas encore. Donc j'avais une 6 cordes, mais avec un octaveur. Alors, mes impressions que je viens de donner, en fait, elles dépendent aussi de quand je vous ai vu en concert il y a quelques mois et de ce qu'on vient d'entendre là. Oui. Effectivement, l'album, moi je l'aime beaucoup, mais il est quand même plus, j'allais dire, sage que ce que vous faites en concert ou en live. Le truc, c'est aussi quand on a enregistré l'album, on n'avait jamais fait de scène. On est parti enregistrer et on est rentré, et là on a commencé à faire de la scène quand on a eu enregistré. Ouais. Parce qu'on avait envie de se projeter très très vite sur un enregistrement, parce que il faut que les trucs ils avancent à un moment. En fait, on a enregistré avant de faire du live. Voilà. Et ensuite on a appris à faire du live après, et ça a été un processus aussi. Ça s'est pas fait. Les premiers lives et tout sur de la musique comme ça, c'est pas forcément facile. Alors, est-ce que donc Taurou est un groupe de Nice? Nice et Marseille. Nice et Marseille. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que ça veut dire faire de la musique par là-bas On aimerait bien, mais c'est un peu compliqué. Non, en vrai, Nice, c'est une situation un petit peu complexe parce que, en fait, on avait quelques lieux avant, mais ils ont tous plus ou moins fermé les uns après les autres. Donc, pour nous, c'est un peu la merde pour le coup de trouver vraiment
une date ou un lieu qui nous accepterait. Et un public aussi. Ouais, c'est vrai que Nice, il n'y a pas forcément le public. Il y a les palmiers. Bah, c'est une ville où il n'y a pas lieu, où il y a une grosse envie, il y a des assos qui existent, qui essayent de faire tourner des... Il y a beaucoup de groupes aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y en a pas mal. Il y a Poutre Asso, qui est une asso qui programme des trucs, il y a Post-Rock Riviera qui programme des choses et qui essayent de faire vivre des trucs là-bas, et on les en remercie, quoi, pour le coup, vraiment, quoi. Oui, enfin, c'est peut-être aussi une ville qui, politiquement, n'a pas tellement envie de recevoir... Oui, voilà, tout simplement. De musique là non plus. Ouais, après, c'est une ville de tourisme, en fait. Une ville de tourisme, ça veut dire que le moins de mètres carrés de terre, il vaut de l'or, quoi. Du coup, il y a rien qui peut émerger, parce que dès que... Enfin voilà, il faut aller vers le tourisme, donc ça veut dire des groupes. Ah bah si tu veux un groupe de cover, il y en a 10 au mètre carré, quoi. Ça c'est sûr. Ça il y a ce qu'il faut, quoi. Et dès qu'une salle ferme, quand même, ils sont contents, quoi. Ils sont tranquilles, quoi. Au moins il y aura pas de problème. Ouais, parce que quand je suis arrivé à Nice, il y avait une salle qui s'appelait Volume, qui a fermé genre la semaine où je suis arrivé, tu vois. C'était trop cool. C'était vraiment une institution. Il y a plein de groupes qui ont joué là-bas. Ça a duré quoi, 10 ou 15 ans, je sais plus exactement. On a tous connu ce lieu depuis nos 14 ans. On a vu plein de concerts et puis plus rien. Ouais. Et comme quoi, il y a vraiment une exception marseillaise du bord de mer méditerranéen. Oui, c'est si proche. Ce que vous décrivez, c'est... Marseille, c'est top. C'est déjà ça, parce que c'est beau, il y a les calanques, il y a la montagne. Nous, du coup, commencé Marseille. C'est vrai que du coup, je sais qu'il y a Lambeau, je sais qu'il y a la salle Après, Gueule. ça craint aussi, il y a des problèmes, il y a plein de salles qui ont fermé, il y a la machine à coudre qui n'existe plus, il y a l'Asile 404, pareil, qui était un lieu mythique qui est fermé aussi, mais il reste beaucoup de gens motivés, beaucoup d'assauts. Il y a la radio Grenouille, il y a la radio Galère, et du coup, tous, on se connaît assez rapidement, on est en lien, on se soutient. Et puis, si on veut organiser un concert, c'est toujours possible. À l'embobineuse, à Data, même chez des gens, parfois, pour des impros libres ou pour se rencontrer. Il y a la Friche aussi, il y a l'AMI, qui sont des studios pour faire des résidences, pour travailler, etc. Donc il y a plein d'endroits, et il y a même des salles de répète, le train en marche, il y a plein de possibilités, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des trucs à dire qui pourraient... c'est quoi vos prochaines étapes? Là, vous revenez de tourner. Du coup, là, on est en train de préparer une nouvelle tournée, donc en septembre. Là, on a une date qui est déjà calée au Raymond Bar à Clermont-Ferrand avec Aluk Todolo. Et on va essayer de programmer le. Ouais, on cherche reste. des dates. Oui, on cherche des dates, donc. Autour de. Allô, les gens derrière. C'est vrai que Clermont-Lyon, ça se fait, quoi. On fait le samedi, ça peut le faire. Et Bérénice, j'espère que tu vas nous organiser ce concert. Au bar des Capucins, évidemment. Voilà. On n'a jamais joué là-bas, donc ça, sinon rien. Alors. Puis du coup, on va essayer de se projeter sur quelques dates comme ça, one shot à Marseille ou ailleurs d'ici là. Et puis on prépare notre prochaine LP, quoi. On est en phase de composition encore. On a quelques morceaux. Ouais, on aimerait bien en avoir encore peut-être 2 ou 3 en plus, à voir comment ça se passe. Et on économise de l'argent pour pouvoir le faire dans un vrai studio. C'est pour ça qu'on tourne. Voilà, il nous manque encore beaucoup. Bon, on passe aux recommandations. Ouais. Ok, super, merci. On va commencer par moi, c'est ça? Ouais, vas-y. Ok. Alors, recommandations. Alors, moi, j'ai découvert un groupe que j'écoute en boucle depuis 3 mois. Et c'est les gens de MOME qui m'ont fait découvrir ce groupe qui s'appelle Dawn of Midi, qui est une sorte de jazz minimaliste répétitif, c'est juste extraordinaire. Et j'écoute ça, je pense, 5-6 fois par jour. J'ai tourné l'album, je suis assez obsessionnel sur mes écoutes, donc c'est tout le temps, quoi. Voilà. Et puis alors du coup je veux juste recommander un autre truc qui est notre groupe un peu référence qu'on écoute en tournée tout le temps qui est Convulsif, qui est c'est monstrueux. Mais là, c'est juste monstrueux. Alors il y a chant et saxophone, clarinette, basse, violon, basse, violon, batterie et basse. Voilà. Basse très saturée. Ouais, c'est Loïc à la basse là, et c'est gros Betty, et c'est juste ouf. Il y a un premier album qui est un peu éclaté de partout et qui est, il y a genre un morceau avec une des plus belles lignes de basse, j'adore, quoi. Puis il y a un deuxième album là qui est monstrueux aussi, c'est celui-là qu'on écoute beaucoup. Et donc voilà, ce serait cool de jouer avec eux un jour. Voilà. Et écoutez Manche Ferraille parce que c'est le meilleur groupe de tous les temps. Voilà. Alors moi sur les recommandations, je vais parler j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, L'Eau Criant,
un groupe noise, black metal, un peu krautrock, un peu bizarre, enfin plein d'influences différentes. Et du coup, moi je les ai découverts avec leur album de 2010, donc c'est Crystal World, qui est un de mes albums préférés. Et depuis, en fait, voilà, ils ont fait quelques albums, mais un peu au compte-gouttes. Ils ont arrêté de sortir des petits splits, des petits projets, des petits trucs comme ça, parce que leur discographie avant 2010 était foisonnante de plein de trucs. Enfin, c'était assez dense. Il y avait plein de trucs en CDR. Ouais, plein de petits 45 tours, plein de cassettes, enfin plein de trucs limités en plus à quelques copies, 50 copies, 100 copies. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et notamment, ça va me permettre d'enchaîner sur un autre groupe que j'aime énormément. Ils ont fait un split en fait avec Mammifère. Mammifère, groupe donc de Fez Colocha et avec aussi Aaron Turner, donc ex-Isis et actuellement Sumac. Il y a une beauté en fait dans ce groupe, alors que ça peut être hyper noise et hyper violent, et en même temps derrière tu as une espèce de piano lancinant assez répétitif sur des mesures cassées en 5 temps, super cool, et tu as vraiment une très très belle ambiance. Enfin voilà, c'est un groupe que je trouve magnifique, qui est plein de beauté en fait. Héloïse ? Eh bien, pour moi, ce sera Clameur. Donc, c'est un duo contrebasse et oud électrique. Et donc, c'est une très bonne amie à nous qui s'appelle Sarah. La contrebasse, c'est Jean-Christophe Bournine, et il joue dans Mera Kazam. Et dans le projet Clameur, donc c'est un duo qui fait plein de polyrythmies, qui s'inspire beaucoup de Secret Chief, de Mr. Bungle, de choses un peu dans cette veine-là. Et c'est un peu nos Secret Chief de Nice. Donc quand même, on a ça, et c'est vraiment bien, quoi. Voilà, donc c'est un travail vraiment sur les rythmes que j'adore, avec vraiment le côté musique orientale. Donc voilà, Clameur, ils ont 2 vidéos sur YouTube. Ouais, ils n'ont pas encore sorti grand-chose, mais ils vont surtout tourner en fait. Ils vont sortir un LP bientôt aussi. Ils ont 2 vidéos sur YouTube, dont un clip. Et voilà, ils devraient jouer bientôt à Marseille. Et aussi cet été, sûrement dans des petits festivals ici et là. Ouais, on a hâte d'entendre l'album qu'ils vont sortir. Ouais. Ok. Azam ? J'ai droit à combien de choix du coup? Attention, hein. Alors, je vais vous parler de Théorème, c'est le projet solo de Maïssa, chanteuse des ex-Sida. Donc c'est son 2e album solo, qui est sorti au moins 4 ans après le premier, et qui donc vient de sortir sur un label. Alors j'ai pas trop compris, en fait le label est moitié anglais, moitié hollandais, enfin bref, ça s'appelle Maple Death Records. L'album s'appelle Les Artisans, et Théorème, c'est vraiment très intéressant. Alors les gens classent ça dans le post-rock, pas le post-rock, pardon, le post-punk. Alors qu'en fait c'est fait avec des machines, etc. C'est très bricolé, les textes sont très personnels et intéressants. Donc voilà, c'est mon choix pour aujourd'hui. Voilà. Tu veux en mettre un 2? Ouais, mais alors le deuxième, c'est un disque qui n'est pas sorti, puisque tout le monde connaît ce groupe qui s'appelle Tombouctou, et qui a enregistré un disque il y a 2 ans. Et donc l'album, en fait, devrait s'appeler Triquiflore. Le groupe est, si j'ai bien compris, en pourparlers avec des labels pour le sortir enfin. C'est un peu compliqué, puisque le groupe est éclaté géographiquement, etc. La chanteuse est partie dans le sud-ouest. Les 2 autres membres sont toujours lyonnais, ou presque. Mais l'album devrait voir le jour, et le jour où il sortira, je vous conseille vivement de vous précipiter dessus, parce qu'il est absolument magnifique. Moi j'ai adoré le premier, et le deuxième le surpasse, mais à 100%. Je n'ai pas d'autre mot, quoi. Bérénice ? Oui, alors moi je vais faire un choix complètement dans l'affectif, puisque j'ai choisi quelque chose qui n'est pas tout neuf, une petite dizaine d'années quand même. Donc c'est Silent Front, et donc c'est l'album Dead Lake, qui est donc sorti en 2010 chez Bigou et chez Réju. C'est leur premier album, non? Oui, mais ils avaient fait d'autres choses un petit peu avant. Okay. Ils avaient fait un 25 cm. Voilà, c'est ça. Et alors il est plein de défauts,
cet album, enfin à mon sens. Plein de gros défauts, mais en même temps, je sais pas, c'est un album qui m'a énormément marqué, que j'ai écouté et que j'écoute encore en boucle. Voilà. Les défauts, c'est que des fois tu te fais un peu chier, clairement. Mais par contre, non, il est, enfin, je sais pas, moi, il me touche vachement cet album, et c'est aussi que j'ai une grosse frustration de jamais les avoir vus en live. Parce que tout le monde m'a dit, Mais tu sais que en c'est fait, le point de départ si de t'as aimé Bigo, hein. cet album, il faut les voir en live. Ils ont Et quand je même les joué au ai moins une jamais. dizaine de fois à Lyon. Ouais. Mais à chaque fois, j'étais pas là. Donc, voilà. Mais tu sais que je crois que c'est le point de départ de Bigo Records. Oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Ouais. Donc voilà, petite recommandation. Et ben moi, j'étais pas hyper inspiré parce que j'ai pas bien suivi ce qui sortait ces derniers temps. Mais là, en vous voyant jouer, je peux recommander un truc que j'ai découvert il y a bien 10 ans, où pareil, j'arrivais pas à le classer, et où le batteur me mettait sur le cul, et où je comprenais pas son jeu, et où j'adorais pas comprendre son jeu. Donc c'est pas du tout comme vous, mais sur ce que ça m'a fait, ça me fait un peu penser à vous. C'est un groupe qui s'appelait Picoré, pas le Picor français, un Picor qui vient de Saragosse en Espagne. C'est des gens qui par ailleurs sont vachement d'ailleurs impliqués dans la petite salle de musique alternative à Saragosse qui s'appelle Arrêt Bateau, qui est une super bonne salle. Et c'est très surprenant en fait, parce qu'il y a quelque chose de très pop, où si tu prêtes pas attention à la musique que tu es en train d'entendre, tu as l'impression que c'est une évidence. Et si tu fais l'erreur de vouloir essayer de piger ce qui se passe, c'est impossible. Et du coup, je trouve ça... Enfin, il y a une espèce d'effet de... Est-ce que tu veux vraiment regarder dans le détail ou pas et il m'avait complètement marqué en concert. Le chanteur dégage une espèce d'humilité, ce qui est quand même pas le truc le plus courant chez les chanteurs. C'est pour ça qu'on en a pas, nous. Et chez lui, c'était assez incroyable. Donc voilà, un super souvenir. Et si vous avez l'occasion, donc Picoré. Ce sera écrit là, de toute façon. Ouais. Ce sera écrit. C'est top. Eh ben, merci. Merci à Merci toi, à à vous. vous. Merci à Bisous. vous. Merci la caverne. Un gros bisou. Bisous. Bisous.